Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour faire un CTF sur la plateforme Hack the Box. Donc, la machine que j'ai choisie, elle s'appelle Store, elle a été publiée en 2025. Concernant les informations, on va les lire, mais je préfère ne pas les lire en général. J'aime bien avoir l'effet de surprise. Généralement, quand je les lis, c'est quand je galère un petit peu, ça, parce que ça va nous aider justement à acheminer proprement notre parcours. Donc on sait que c'est une machine qui fonctionne sous Linux avec un serveur Node.js à l'intérieur. On voit qu'il y a une arbitrary file read qui permet à l'utilisateur de récupérer des credentials SFTP. Bon, on va aller découvrir tout ça en pratique. Du coup, l'adresse IP, elle est là, elle a spawn, enfin. Ensuite, pour ceux qui veulent le write-up version écrite, c'est beaucoup plus lisible. C'est vrai qu'une vidéo, des fois, c'est compliqué, je me trompe, je fais des erreurs. Alors que là, version textuelle sur mon site white-ad.fr, j'ai mis le lien en description. Il y a vraiment le write-up de A à Z. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Moi, j'aurai la joie de vous répondre. Un petit disclaimer par rapport aux outils que j'utilise. Nous n'avons pas la vérité absolue. Je n'ai pas la vérité absolue. C'est-à-dire que dans mon write-up, je vais utiliser Feroxbuster, mais d'autres hackers vont utiliser Dearbuster, par exemple. Et en fait, tous les outils que vous voyez, bon après, il y a vraiment Nmap qui est générique que tout le monde utilise, mais chaque personne peut avoir sa stack d'outils personnel, c'est-à-dire que si vous souhaitez ne pas être sur Kali, vous pouvez être sur Parrot. D'ailleurs, je vais faire une vidéo qui fait la différence entre les deux. Il y a Black Arc Linux. Il y a énormément de distributions qui permettent de faire ce write-up, ce CTF. Hack the Box, pour moi, c'est une des meilleures plateformes pour faire des CTF parce qu'il y a énormément de machines, que c'est très varié et il y a une grosse commu. Après, on fera d'autres vidéos sur TryHackMe ou RootMe. RootMe, c'est pas mal aussi parce que c'est des cas isolés. Donc voilà. Ok, du coup, on va se mettre sur le bureau 2. J'aime bien ouvrir le VPN sur le bureau 2 parce que j'ai pas envie d'être envahi En fait, quand on fait des CTF, on est envahi de shell et c'est bien de dissocier le shell du VPN que les autres. Parce qu'en fait, on s'en servira pas de ce shell-là. Du coup, je fais un ls-la. Je vois que j'ai quand même des vestiges de de l'ancien tournage. Du coup, je vais supprimer tout ça parce que j'en ai pas besoin. Voilà, du coup, on va refaire un ls-la. On sait que notre connexion VPN, c'est htb.ovpn, qui est ici. Du coup, on va faire un sudo parce qu'on a besoin des paramètres de l'usage du réseau. Donc, c'est en super user qu'on va lancer la commande. OpenVPN. Et voilà. Là, ça va me demander le mot de passe. Hop, et je lance le VPN. Ensuite, je vais me rendre sur Hackthebox et je vais vérifier si je suis connecté. Donc là, en fait, on peut voir en temps réel que je suis connecté. Donc ça, c'est pas mal. On remerciera Hackthebox pour leur interface qui est vraiment bien faite, qui affiche en temps réel. Il n'y a pas besoin de rafraîchir la page. Du coup, je vous explique pourquoi on utilise un VPN. En fait, pour pouvoir accéder à la machine, donc la box, c'est-à-dire l'environnement du CTF, il faut qu'on se connecte sur leur VPN à eux pour créer un tunnel réseau entre ma machine et leur machine. On va vérifier, donc je vais copier l'IP, on va vérifier que l'IP que j'ai un ping dessus déjà, pour voir que j'ai bien. Ok, c'est bon, ça répond. Là, vous pouvez voir le fameux TTL 63 dans toutes les vidéos, je le dis, c'est pour dire qu'on est sur une machine Linux. 63, 64, c'est machine Linux. Ok, du coup, on va aussi récupérer notre adresse IP qui est ici. On va la mettre de côté dans un fichier de notes. Cette adresse IP, on va s'en servir. Donc, c'est notre adresse IP sur le réseau VPN qui permet de communiquer avec la machine. Donc, ça, c'est notre adresse IP de notre machine à nous. Et en fait, faut savoir que dans les CTF, quand on veut, même dans les environnements réels de tests d'intrusion, quand on veut faire un pont de communication entre ma machine et la machine cible, des fois on aura besoin d'envoyer des fichiers, d'envoyer des charges, d'envoyer des payloads, et ben il faudra le faire généralement on va devoir héberger des fichiers, en tout cas on va devoir communiquer avec la machine ciblée. Le hacking, c'est vraiment ça, c'est
faire un pont de communication entre ta machine et la machine cible et aller récupérer de la data et rentrer dans le système. Et du coup, là, avec cette adresse IP-là, on sait que c'est notre adresse IP à nous qui va permettre de communiquer avec la machine cible. Donc, il faut la mettre dans un fichier de notes. Du coup, dans tous les CTF ou même dans tous les tests d'intrusion, là, ce qu'on va faire déjà, désolé, je suis pas fidèle aujourd'hui là ou quoi? Hop, on va déplacer ça dans le bureau 1, puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, je veux pas avoir le shell du VPN dans l'environnement de travail. Ok, du coup, là, ce qu'on va faire, non, ça c'est sur Windows, pardon, clear. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un Nmap en premier, toujours commencer par le Nmap, c'est la base des tests d'intrusion. Le Nmap va nous permettre d'énumérer les ports, les services sur la machine distante. Donc, comme d'habitude, on fait un nmap-p- donc ça, c'est pour dire tous les ports. On aurait pu mettre, je sais pas, du 1 au 65 000 et quelques, mais là, on va utiliser cette commande-là. En mode ultra verbeux, www, c'est ultra verbeux. Minrate 10 000, c'est pour forcer Nmap à envoyer 10 000 paquets par seconde. Ça, ne le faites jamais en environnement de production. C'est trop agressif. Mais bon, là, on s'en fiche, on est sur une CTF. Il y a des CTF qui refuseront ce genre de paquet, donc généralement, il faut pas le faire. Mais bon, moi je le fais, mais ça dépend des CTF en fait. Parce qu'en fait, quand vous scannez une machine, vous envoyez de la data, enfin vous envoyez des paquets à cette machine-là. Si cette machine est un minimum protégée et possède des scripts anti-ping, bah vous allez anti-scan, pardon, vous allez vous faire ban, votre IP va se faire ban, il va falloir après changer d'IP, donc là ça devient compliqué. Je parle dans un environnement de production. Du coup, là, on peut voir qu'il y a un port 22 ouvert de SSH, un port 5000, 5001 et 5002. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va approfondir le test en faisant nmap-p. Je vais zoomer comme ça, vous verrez. -p, donc 22, 5000, on les sépare par une virgule, 5001 et 5002. Là, on va mettre -scv et l'adresse IP cible qu'on avait mis dans notre fichier de notes. Alors, scv, en fait, c'est comme si on faisait scsv, c'est pareil. Là, en fait, c'est les scripts et les versions. Il faut toujours mettre ça quand vous faites un pentest ou un CTF pour avoir un maximum d'informations sur la machine. Là, vous voyez, au début, on avait juste les ports et le service. Et après, vous allez voir là avec le scan approfondi. Ne faites pas un scan approfondi dès le début parce que vous allez perdre du temps. Après, c'est vous qui voyez parce que si vous devez distribuer des rapports de pentest, si vous enchaînez les rapports de pentest, c'est mieux de gagner du temps. Mais après, si vous faites ça pour le loisir, vous n'êtes pas obligé de faire le pré-scan. Vous pouvez faire un scan approfondi dès le début. Là, c'est ce qu'on a fait. On a fait un pré-scan puis un scan approfondi. Donc, on peut voir la version d'OpenSSH. Cette version-là, on va regarder sur le web si elle est faillible ou non. On va ouvrir Firefox. Bon, Firefox, il est plugué à Burp Suite, donc je vais devoir ouvrir aussi Burp Suite et lancer le proxy. Du coup, je vais aller sur google.fr. Donc là, il faut attendre que Burp Suite s'y s'ouvre. Hop, on va ouvrir un nouveau projet. En fait, mon navigateur Firefox est proxifié, donc je suis obligé d'ouvrir Burp Suite. On va pas intercepter les requêtes pour l'instant, c'est pas l'objectif. Voilà, là, vous voyez mieux. On va aller sur Google. On va taper la recherche, si OpenSSH ou non est faillible. Vulnerabilities. Voilà, ça c'est le parcours de base. C'est en fait, faut voir le hacking comme une chasse au trésor. On récupère de l'information. On va regarder sur Internet. Ok, ça correspond à quoi? Ça correspond à quoi? On va maintenant qu'il y a l'IA, on va pouvoir utiliser Claude. Moi, je vous conseille Claude, les gars. Arrêtez ChatGPT ou Grok. Grok, c'est pas mal aussi. Utilisez les deux, Grok et Claude.
Vous allez envoyer ça à Grok, à Claude. OK, par où je peux attaquer? À quoi correspond ce service? Qu'est-ce que c'est que Node.js, par exemple, quand vous allez faire vos premiers CTF, si vous n'avez pas de base de développeur, si vous n'avez aucune base en code, vous ne comprendrez rien. Vous dites, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et ben, en fait, vous posez la question à l'IA ou allez sur Internet, vous lisez là un petit peu un bout de la documentation. Et c'est comme ça qu'en fait, on va escalader et atteindre le système petit à petit. Donc, du coup, Node.js, c'est un serveur web. Mais avant ça, je vais quand même vous montrer les résultats par rapport à Google, s'il y a de la vulnérabilité sur le SSH. Donc là, il y a une vulnerabilities en high. Sur le CTF, on va le mettre de côté. C'est une information qu'on va mettre de côté. On va mettre ça dans le fichier de notes. Comme d'habitude, à chaque fois que vous avez de l'information, de la data, vous mettez dans votre fichier de notes. Votre parcours, en fait, votre chasse au trésor, c'est une information qui va en ramener à une autre, qui va en ramener à une autre. Et en fait, à chaque fois, pour rentrer dans un système, c'est toujours le même procédé. On commence par scanner, on regarde les services qui sont ouverts, on regarde les versions, est-ce que c'est exploitable? Oui, non. On met une petite note, ensuite on va tester les ports, on va envoyer des requêtes HTTP, tac, tac, tac. Et à chaque fois, c'est toujours le même procédé et à force de pratiquer, vous allez voir, vous allez faire ça naturellement et rapidement surtout. Du coup, là, ce qu'il fallait regarder, d'ailleurs, je vais faire autre chose aussi que j'avais oublié de faire, c'est de modifier les fichiers host. Donc, les fichiers host, c'est quoi? C'est vous savez qu'une adresse IP et un DNS, attendez, je me suis trompé, host. Une adresse IP et un nom de domaine, en fait, un nom de domaine pointe sur une adresse IP. Donc, il y a un résolveur DNS qui le fait. Généralement, sur HTB, sur Hack the Box, les adresses IP sont pas reliées à leur nom de domaine. Et nous, quand on a des résultats de scan, on va quand même forcer notre PC à lier le nom de domaine à l'adresse IP. Sur certains cas, il y en a pas besoin. Mais généralement, on le fait parce que des fois, on va pouvoir faire du fuzzing. Donc le fuzzing, c'est on va brute forcer des sous-domaines et on va réussir à tomber sur des sous-domaines du nom de domaine. Par exemple, admin. Le nom de la machine .htb. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer l'adresse IP donc dans mon fichier note. Je fais coller et là, je vais mettre store. Je crois que c'est ouais, ça s'appelle store.htb. Donc là, si je fais un ping sur store.htb, automatiquement, vous voyez, ça relie le nom de domaine à l'adresse IP. Donc, par exemple, si je fais ping admin.store.htb, là, là, ils nous ont dit que que ça n'a pas été resolved. Donc, j'aurais pu, par exemple, rajouter le sous-domaine ici. Bon, là, c'est pas le sujet de la vidéo. Là, je commence à m'égarer, désolé. Donc, du coup, ce qu'il fallait faire, c'est qu'il fallait aller dans le navigateur, tout simplement, taper HTTP. Donc là, on va mettre store.htb et on va tester tous les ports par rapport au scan and map. D'ailleurs, je vais réouvrir un shell. Je vais réouvrir un shell ici. Hop. J'ai des raccourcis clavier. Je vous invite à faire la même chose sur Kali Linux ou selon votre distribution, c'est d'ajouter des raccourcis clavier pour ouvrir des shells rapidement. On va retourner sur le résultat du scan. Voilà, 5000, 5001, 5002. Donc, on va faire un curl sur HTTP, donc store.htb 5001. Et là, on peut voir que, il y a une réponse. Donc, il y a bien un serveur HTTP qui tourne. Là, si je mets dans mon navigateur, je vais tomber là-dessus. OK? Vous voyez, donc, on a une première information. On a un système, ou un serveur web, pardon, qui est ouvert. Maintenant, on va faire pareil. On va aller sur le port 5002. Pareil, on va aller sur le port 5003. Donc là, vous pouvez voir que sur celui-là, il n'y en a pas. Du coup, on va essayer. Pardon, en fait, je me suis trompé. Oui, oui, c'est port 5000. Ok, donc les trois, il y a trois services web sur Alors, ça peut être trois serveurs web différents, comme ça peut être un serveur web qui est ouvert sur les trois ports. Et ça, on va le découvrir après. Des fois, ça peut être des leurs. En situation réelle, ça peut être des leurs, hein, attention. Ensuite, on peut voir que là, il y a une suite de 0 et de 1, donc c'est du langage binaire. On va pouvoir copier ça par curiosité. Comme je vous ai dit, hein, des codes binary string. Comme je vous ai dit, c'est une chasse au trésor, hein. En fait, là, on est dans le military, vous voyez? Military guide. Là, on est dans
dans un truc où en fait on va faire des recherches, on va se creuser les méninges, etc. Donc là en fait military grade, c'est un indice qu'on va mettre dans notre note du CTF, quoi. Du coup, on a la possibilité de lister les fichiers. Ok, il n'y a pas de fichier enregistré. On peut uploader un fichier. Donc, ok. On va pas se contenter de ça. On va lancer directement Ferox Buster ici. Avant toute chose, je vais quand même aller chercher mes word lists. Je me souviens plus où elles sont. Ok, le dossier web content. Donc les word lists, ça va nous permettre ok, d'aller faire du fuzzing. Le fuzzing, je vous invite à regarder ce que c'est. C'est le fait de brute forcer des noms de répertoire. En fait, le fuzzing, c'est quand on envoie plein de data. En fait, la définition même du fuzzing, c'est d'envoyer énormément de data dans un programme, donc dans les inputs et voir la output. Donc voir ce que le programme nous répond. C'est-à-dire qu'on envoie de l'information, on lui parle et le programme nous répond. Donc on peut faire du fuzzing sur des binaires, on peut faire du fuzzing sur des URL de sites, sur des sous-domaines de DNS. En fait, on peut faire du fuzzing sur plein de choses. Le fuzzing, la notion de fuzzing, c'est envoyer plein de data en grande quantité et regarder comment le programme y réagit. Et généralement, en fait, quand on fait ça, même sur par exemple, sur des binaires. Donc, s'il n'a rien à voir, un binaire n'a rien à voir avec un site web, et ben, ça va nous envoyer, peut-être des fois, on va découvrir des failles buffer overflow, vous voyez. Bon, là, je me suis un peu perdu. Du coup, là, on peut voir qu'il y a il y a la liste des word lists. Nous, on va prendre la Raft Medium Directories Lowercase. On va prendre celle-là. Ok, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un Ferox Buster. -u http. Là, on va mettre store.htb où on aurait pu mettre l'adresse IP normale sur le port 5000. Don't extract links. Right user share word list sec list discovery web content raft medium directories lowercase.txt. Ok, ça se lance. Alors, une petite chose que j'avais envie de vous dire quand on est en train de faire le phasing, c'est que ce genre de choses en environnement réel, donc quand vous faites un vrai pentest sur un vrai site web ou sur une vraie machine, plus le temps il avance, là on est en 2026, on est le 1er mars 2026, plus on avance dans le temps et moins c'est possible parce que il y a de plus en plus de sécurisation de serveurs qui font qu'ils empêchent un tas de requêtes, parce que là en fait on envoie énormément de requêtes et aujourd'hui, il y a la plupart des sites, enfin, des grosses sociétés sont protégées par un WAF, donc c'est un pare-feu web comme Cloudflare, Datadog, et il y en a plein d'autres, il y a CloudFront aussi. Et du coup, quand nous on va envoyer trois, quatre requêtes très rapidement, et ben ça va nous bloquer, donc on va se faire bannir et on pourra jamais faire du vrai fuzzing. Pour faire du vrai fuzzing pour bypass Cloudflare, je ferai une vidéo là-dessus parce que j'ai la technique pour bypass Cloudflare, mais ça demande des moyens financiers et des moyens de savoir coder. Mais en gros, il est possible de bypass les protections Cloudflare, c'est-à-dire que, vous savez, là, regardez, là, j'ai envoyé à peu près, je vais zoomer comme ça, vous voyez bien. Là, j'ai envoyé 106 000 requêtes, 26 000, 26 000, 26 000, 26 000. Vous voyez, 545 requêtes par seconde. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est impossible de faire ça avec un pare-feu web. Cloudflare, il vous bloque à partir de la 10e requête. Grosso merdo, ça va être à partir de, je sais pas, peut-être la 5e requête. Si vous envoyez trop de requêtes d'un coup, c'est pas un comportement normal d'utilisateur. Et en fait, pour bypass en situation réelle, pour bypass le pare-feu,
il va falloir utiliser des proxys et dispatcher donc là, il y a à peu près 25, il y a 200, il y a à peu près 230 000 requêtes. Les 230 000 requêtes, les dispatcher sur plusieurs heures et les dispatcher sur plusieurs IP. Et faire exécuter la requête dans un navigateur, dans un environnement réel. Donc en fait, il faut, ou alors avoir des botnets. Enfin, il y a plein de manières de dispatcher les requêtes, mais dans tous les cas, il va falloir avoir des moyens financiers parce que les requêtes, ça coûte de l'argent quand c'est dispatché. Donc là, je vais redézoomer. Voilà, il fallait que je m'arrête là-dessus, que j'en parle quand même. Du coup, ce qu'on peut voir par rapport aux résultats du fuzzing, on a donc répertoire image, CSS, TMP. TMP, ça peut être intéressant. Bon, image CSS, généralement, vous allez regarder dans le navigateur si il est possible de lister les dossiers. Donc là, en fait, on ne peut pas. Ah, pardon, vous voyez pas là. Là, vous voyez. Hop, on peut pas. Pareil sur CSS, on va quand même vérifier. Mais voilà, en fait, c'est une chasse au trésor, comme je vous ai dit dès le début. Oula, c'est pas ça que je voulais faire. C'est une chasse au trésor, comme je vous ai dit dès le début. Et l'objectif, ça va être de trouver des petits indices, une carte qui ramène à une autre carte, qui ramène à un petit trésor, qui va nous ramener un plus gros trésor. Et c'est toujours la même chose, c'est de l'escalade. Du coup, notre théorie à nous, ça va être que TMP, c'est un répertoire donc qui est pas accessible, je pense. Pardon, à chaque fois ça me ramène sur Google. Donc c'est pas un répertoire qui est accessible, mais notre théorie à nous, ça va être de dire que les uploads euh, qu'on voit ici, ça s'upload dans le répertoire TMP. Donc ça va être ça là, en toute logique. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un fichier de test ici. On va faire echo test test.txt. On va lsla. Ok, mon fichier est bien là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va uploader le fichier. Donc là, en fait, c'est une page dédiée à l'upload. C'est pas un pickup, un pick file, pardon. Du coup, on va aller dans mon répertoire personnel et on va uploader le fichier test. Donc, le fichier a bien été upload. On aurait pu intercepter la requête et vérifier ce qui se passait avec Burp Suite. Donc là, ensuite, une fois qu'on a uploadé le fichier, on va faire un curl. On n'avait pas besoin, mais on pourrait. On va faire un curl http store.htb/tmp/test.txt. Donc là, ça marche pas. Ah oui, il manque le port 5000. Ok, donc là, il y a écrit Jo. Pourtant, moi, j'ai jamais mis Jo dans mon, quand j'ai fait mon echo, c'était test. Donc, du coup, moi, je trouve ça bizarre parce que il n'y a pas de base 64 ou un chiffrement connu. On va faire autre chose. On va faire echo, euh, bonjour, et on va remettre, donc là, on va cat test.txt. Ok, on va réupload le fichier. Ok, maintenant on va recurl le fichier. Là, on peut voir ça. Ah, ok, d'accord. Donc là, c'est du truc illisible. Du coup, on va utiliser inxd test.txt. Non, pardon, on va piper le curl. Ah, je vais retirer le flux de retour. Donc là, j'ai rajouté -s pour éviter ce charabia là, j'en ai pas besoin. Donc là, clairement, on voit que c'est un fichier chiffré. Donc là, la première colonne, c'est le offset, donc la position dans le fichier. La deuxième colonne, c'est les octets en hexadécimal. Et à droite, on a tentative d'affichage en ASCII. Là, ce qui est important ici, c'est la taille. J'ai uploadé le mot bonjour. Donc, il y a 7 lettres plus un saut de ligne, donc ça fait 8.
8 octets. Et là, le fichier qu'on vient de récupérer fait exactement 8 octets. En fait, si le serveur il utilisait un chiffrement comme l'AES, la taille du fichier elle aurait changé à cause du padding. En fait, AES il travaille sur un bloc de 16 octets minimum. Donc en fait, le fichier de 8 octets qu'on a, il aurait été automatiquement transformé en 16 octets. Du coup, là, on en déduit avec l'expérience. Donc ça, c'est une question d'expérience. Si vous n'avez pas l'expérience, vous envoyez ça à une IA. L'IA, elle va vous répondre ce qu'il faut trouver. On a ici la signature d'un XOR. Et en fait, un XOR, ça se casse super facilement. On va voir justement après comment on va faire. Donc là, je fais xztest.txt. Merde, pardon. Donc là, on a bien bonjour et il y a le point derrière. Donc là, on peut voir que c'est la même taille, donc 8 octets. Et donc le point, ça signifie le saut à la ligne. Du coup, on sait que le chiffrement du fichier, c'est le chiffrement XOR. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la clé de chiffrement avec Python. Donc la méthode la plus connue, c'est une attaque par texte clair connu. En anglais, c'est KPA, qui veut dire Known Plain Text Attack. Et en fait, elle réside dans le fait qu'on connaît déjà le fichier en clair et qu'on a le fichier chiffré. En fait, on a les deux. Et c'est un système symétrique. C'est pas asymétrique comme l'AES. Nous, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va utiliser un fichier PNG parce qu'il y a beaucoup plus de data, il y a beaucoup plus d'octets dessus. Cela, on va se rendre dans le répertoire. Ok, ici j'ai le répertoire shared. Shared, c'est un répertoire qui est partagé entre ma VM Kali Linux et l'environnement Windows, ce qui fait que je peux aisément envoyer, copier-coller des fichiers sur les deux environnements. Et ça, c'est pratique de fou. Je vous invite à faire la même chose dans votre VM pour pouvoir faire un pont de communication entre votre VM et votre environnement réel, donc le host, si vous êtes en machine virtuelle. Après, ceux qui sont des pirates et qui ont Linux en natif, bah force à vous les gars, vous avez raison, mais on peut plus jouer aux jeux vidéo avec Kali. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Du coup, là, j'ai pris ma miniature PNG. Donc, c'est la miniature de cette vidéo. Et je vais, du coup, l'upload sur ce fameux CTF. Donc, elle fait quand même 2 mégaoctets. Ok, donc là, le fichier, il a bien été uploadé. On va quand même vérifier dans la liste des fichiers. Ok, la miniature est bien sur le serveur distant. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un nouveau shell. Et dedans, on va... Alors, je vais agrandir comme ça. Je vais pouvoir mettre plus, enfin j'aurai une meilleure visibilité. On va du coup taper Python 3. Du coup, on a un shell Python. On va faire import request. Donc ça, c'est pour importer la librairie. Resp égale request point. Donc request, c'est la librairie, point, c'est la méthode. Get. HTTP store.htb 5000. Donc là, on va aller récupérer le fichier chiffré distant. On aurait pu le télécharger chez nous et le faire en local, hein. C'est pareil, en fait, il y a tellement moyen de d'agir. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement la même chose. Mince, enc égale rest.content. Donc là, with open home white at miniature.png rb as f. Là, on met une indentation en Python, sinon le code ne fonctionnera pas. Ce que je vais faire, les gars, c'est que je vais quand même, je vais pas le faire à la volée, je vais quand même écrire le script. On a script 1.py et je vais coller la data ici. Ok. Donc là, j'ai le script. Je le sauvegarde. Ok, maintenant je vais l'exécuter. Ok, donc le script est exécuté.
Maintenant, je vais faire le script 2. On voit bien dans l'écran. Ok. Nature.png. Donc là, on va exécuter le script 2. Donc là, j'ai réécrit le script. C'est beaucoup mieux comme ça. Et là, je l'exécute et j'ai donc ça. Donc là, en fait, ce qu'on vient de voir, c'est le retour du coup du script qu'on a écrit. Et en fait, ce qui est flagrant, c'est cette chaîne de caractères qui se répète, le HL9ZEWC38. Et on sait, du coup, avec cette information-là, que la clé secrète fait 9 caractères. Parce qu'il y a 9 caractères qui se répètent. Ici, c'est cette chaîne-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et en fait, on voit aussi, avec le script Python, que le fichier test.txt, regardez, je vais vous remontrer le script. C'est bien le fichier text.txt qu'on a récupéré. Et regardez, le fichier text.txt, il est, du coup, on a cette clé-là. On sait que ça, c'est la clé qui finit par 38. On va la copier dans notre note. La clé XOR. Pour ce qu'il faut en retenir de ce système de chiffrement, c'est que quand vous sécurisez un serveur, il faut toujours, enfin, que ça soit n'importe quelle sécurisation, pas forcément un serveur, il faut toujours utiliser un système de chiffrement asymétrique. Parce que le chiffrement symétrique, tôt ou tard, bah, ça casse. Autre chose, souvenez-vous, c'est qu'on avait fait un curl dans l'autre shell, ici. On avait fait un curl avec test.txt. Mais la question, c'est est-ce que on pourrait, au lieu de demander le fichier test.txt, demander à remonter les répertoires et à essayer d'aller chercher d'autres fichiers que les fichiers qui sont dans le répertoire TMP. Du coup, là, par exemple, si je mets TMP 2.2 pour remonter, vous voyez que ça me dit cannot get. Donc, c'est pas possible. Et après, il y a des petits tours de passe-passe qu'on peut faire, c'est d'encoder les slash dans l'URL. Et on sait que c'est un serveur Node.js. Du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est un brute force LFI. LFI, c'est Local File Inclusion, pardon. Du coup, nous, ce qu'il nous faut, c'est une word list très connue qui s'appelle LFI Jadix. On va essayer de voir si elle est présente sur notre ordinateur. Pour ça, on va faire un find, un répertoire racine, -name, LFI jadix.txt. Le flux de sortie, le flux d'erreur, on le redirige dans nul. Ok, donc j'ai bien la word list qu'on va utiliser. Donc, CTRL-C. Ensuite, on va faire un feroxbuster, feroxbuster-u, http store.htb, avec le port 5000 sur file. Ok, sur file. Ensuite, -w, la user list, qui est ici, -s200. On appuie sur entrée. Et donc là, c'est en train de brute forcer, enfin de brute forcer, pardon, de faire du fuzzing sur les chemins du coup de la faille LFI. Pour la faille LFI, je vous invite à regarder sur Internet ou à demander à Claudea est-ce que c'est qu'une faille LFI. Mais en fait, le principe, ça va être de remonter d'autres répertoires. euh, Parce qu'en fait, quand on veut afficher un fichier à certains endroits, c'est vieux comme le monde cette faille. On va pouvoir modifier le fichier et dire non, moi je vais aller récupérer le fichier plus au-dessus, du répertoire au-dessus, jusqu'à aller récupérer les fichiers les plus sensibles. Et donc là, on peut voir qu'on a réussi à atteindre le point
le etc point password. Et ce fichier-là contient les identifiants de la machine Linux. Donc ça aurait été un Windows, ça aurait été différent. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier la sélection et on va l'ouvrir. Ok, du coup, on a accès au fichier, c'est très intéressant. On peut même le télécharger. Il nous l'offre sur un plateau carrément. Mais, ah oui, vous voyez pas sur la vidéo, pardon. Voilà, le bouton download, il est là, c'est drôle. Et du coup, blague à part, on va retourner sur le CTF. On a donc le fameux fichier et il est chiffré. Le fichier .password. Nous, on va le déchiffrer, bien sûr. On le laisse ouvert dans le navigateur, on en aura besoin plus tard. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va copier cette URL là. On va ouvrir un nouvel onglet. Donc là, c'est proc. On va copier. Donc ça, c'est un slash qui est encodé. Proc self environ. Ok, ça marche. Du coup, en fait, si vous avez compris ce que je suis en train de faire, c'est que là, en fait, on se balade sur le serveur cible, donc la cible, dans les fichiers. Là, si je veux, je peux mettre d'autres chemins. C'est comme si j'étais chez moi en train de faire cat x.password, par exemple. C'est le même principe, mais via le navigateur web. Donc ça, c'est vraiment notre point d'entrée en premier, ce point d'entrée ici. Je sais pas si vous voyez bien l'URL là. Ah ouais, là, vous voyez pas, désolé, hein. Faut que je sois plus concentré sur la diffusion de la vidéo. Mais du coup, voilà, là, en fait, on peut se balader dans le serveur avec la faille LFI. Et ça, en situation réelle, ça arrive souvent et très régulièrement. Donc, c'est une faille que vous devez vraiment apprendre et comprendre par cœur. Donc, soit avec des tutos, soit avec l'IA, comme je vous ai dit, avec Claude ou Grok, qui vous expliquera mieux que moi, je pense. Parce qu'il possède les tenants et les aboutissants de cette faille. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Je vais fermer ce shell. Hop, là, vous voyez bien. Là, ce qu'on va faire, c'est on va décoder ce fichier. Pour ça, on va faire un cat. Ah, j'aime pas faire cat echo. Ouais, bon, si je pourrais faire cat fileread.py et of pour retour à la ligne. Donc là, j'ai écrit comment ça s'appelle? La charge, enfin le payload. Ensuite, je le rends exécutable. Je crois qu'il l'est pas. Donc, on va faire chmod plus x. Donc ça, c'est les droits de fichier. Fileread.py. Ok, c'est bon. Donc là, on va faire Python 3. On va carrément tester le script tout de suite. On prend en argument l'adresse IP. Donc là, on peut mettre store.htb. Je sais pas des fois si on peut. Ext hostname. Ok. Donc là, ça fonctionne. Je vous explique ce qui vient de se passer. On a utilisé le script. On a mis en argument store.htb. On aurait pu mettre l'adresse IP. C'est la même chose. J'aime bien aussi faire des démonstrations sur plusieurs angles de vue. Du coup, l'adresse IP, elle est ici pour vous montrer un peu comment ça marche. Merde. Là, hop. Ici, j'ai mis l'adresse IP, vous voyez, c'est la même chose. Mais moi, on va travailler sur store.htb. Du coup, là, le script, il a permis de taper des commandes. Donc là, si je mets ect.password, merde. Là, je peux donc afficher des fichiers, des répertoires, etc., etc. Password. En fait, c'est vrai, parce que j'ai fait un challenge hier, du coup, j'ai mis ça. Du coup, hop, vous voyez, on a du coup la liste de tous les utilisateurs. Donc c'est super.
Ça, dans un environnement réel, c'est complètement possible. Nous, ce qu'on veut, c'est filtrer les utilisateurs qui ont accès à un shell. Je vais vous expliquer quelque chose sur les fichiers. Donc, en fait, dans Linux, tu as un fichier qui s'appelle etc dans le répertoire etc slash, le nom du fichier c'est password. Dedans, ça contient tous les utilisateurs du système. Et en fait, tu as le nom de l'utilisateur, tu as le groupe auquel il appartient, le user ID et le groupe ID. Donc, tu peux avoir le même, par exemple, quand je vais créer un utilisateur www.data, je vais pouvoir l'assigner à un groupe. Bon, c'est pas le but de vous enseigner là comment fonctionnent les utilisateurs Linux, mais c'est juste pour vous dire que on a le premier, c'est le répertoire dans lequel il travaille quand il se connecte, et le deuxième, c'est le binaire. Là, bin bash, ça veut dire qu'il a le droit à accès au bash. Il a accès au bash, c'est-à-dire qu'il peut taper des commandes. Il y a des utilisateurs qui peuvent pas taper de commandes. Nous, si on arrive à hacker un utilisateur qui ne peut pas taper de commandes, on ne pourra pas accéder à un shell, donc on pourra pas escalader les privilèges. Du coup, on va grep, on va piper, donc on utilise le script Python. On va piper le résultat pour filtrer comment ça s'appelle, les utilisateurs qui peuvent utiliser shell. Et là, on peut en voir qu'il n'y en a que trois. Il y a root, Ubuntu et dev. Donc je pense que la cible, ça va être dev. Il y avait aussi quelque chose que j'avais oublié tout à l'heure, c'était de récupérer le proc environ. Pardon, proc. Non, ça marche pas. Je suis pas concentré, les gars, désolé. Voilà. Ok. Du coup, on a cette donnée-là qu'on avait oublié de décrypter dans le truc d'avant, mais là, on l'a décrypté avec le script Python. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le copier. On va le coller dans Notepad. Alors ça, c'est le Notepad sur Windows, hein. Là, vous voyez la fenêtre côté Windows. Et on va faire un CTRL F, CTRL R en mode étendu. Ça va nous permettre d'avoir un fichier beaucoup plus lisible, vous voyez, parce que l'autre, là, je comprenais rien du tout. Du coup, nous, ce qui va nous intéresser, c'est cette ligne-là. Je sais pas si vous voyez bien, là, je vais zoomer un peu plus. Pour ceux qui sont sur téléphone, voilà. Ah non, mais je peux faire comme ça, c'est vrai. Désolé. Donc là, on peut voir l'information qui va nous intéresser à nous. Ça va être ça. Et surtout ça, le PWD, on va faire retour à la ligne. Là, vous voyez bien. Attendez, hop, je change. Et c'est ça, ouais, c'est ça qui nous intéresse. Du coup, on sait généralement que dans un serveur Node.js, il y a des identifiants, même pas que forcément Node.js, mais par exemple sur Laravel ou sur plein d'autres serveurs web ou services ou frameworks, enfin bref, j'en passe. Il y a un fichier qui s'appelle .env et dedans, ça contient les identifiants. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose que, avec l'expérience, vous savez qu'il faut chercher dans cette direction. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réutiliser notre exploit de tout à l'heure. Attendez, je vais dézoomer, comme ça vous voyez mieux. Hop. On va réutiliser notre exploit de tout à l'heure et on va aller dans ce répertoire-là. Start.js, c'est l'exécution pour démarrer le serveur. Donc là, je pense qu'on arrive sur la première étape d'entrée dans le système. Vous allez voir. Du coup, c'est le point M qu'on veut récupérer. Et là, on a donc la clé secrète qu'on avait récupérée tout à l'heure et le user ici. Donc on a le user ici, les gars. Ça, on va le copier dans notre note. Important de le copier dans la note. On va aussi aller regarder au niveau des routes. Et on a donc dedans, ça, on verra plus tard. Là, pour l'instant, on sait que, donc ça, je vais le copier dans mes notes pour m'en servir plus tard.
Mais du coup, on sait que on a un username et un password qu'on a récupéré grâce au fichier environnement qui est ici. Donc le user c'est ça et le password c'est ça. Et nous ce qu'on va faire c'est qu'on va se connecter directement avec SFTP pardon, SFTP user store.htb. On met yes. Donc le password on l'a récupéré juste avant. Copier, coller. Ok, du coup on est connecté en SFTP, c'est super intéressant. SFTP, c'est pas un shell où on peut taper des commandes. Par exemple, je crois que je peux pas faire, je sais pas si je peux créer des, alors on peut créer des fichiers, mais je sais pas si on peut taper des, il me semble que non. Par contre, on peut lister les fichiers. Donc là, on peut voir nos deux fichiers et on va exit. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est on va faire un tunnel SSH. Un tunnel SSH, c'est un shell. En fait, c'est un pont de communication entre ma machine et et la cible. Donc pour cela, on va faire SSH SFTP user store.htb-n-l 9229. Donc ça, on va rediriger le port 22.9 sur notre IP local. Alors pardon, on va rediriger le port 9229 de l'IP de la machine cible à notre port local à nous. En fait, on va faire du port forwarding entre le port distant et le port local. Donc pareil, le mot de passe, je vais le re-rentrer. Et là, en fait, on est en train d'établir un pont de communication entre la machine, la box, et notre virtual machine. Donc là, il se passe rien dedans. Pourquoi? Parce que on attend qu'il se passe quelque chose. C'est à nous d'agir. Le tunnel est ouvert. On va vérifier ça tout de suite. Pour ça, on va utiliser Netstat. Netstat, c'est vieux comme le monde. Il y a plein d'outils qu'on utilise encore aujourd'hui. C'est ça qui est incroyable dans l'informatique. On pense que tout évolue. En fait, pas forcément. Il y a des trucs qu'on utilise depuis des années. Donc là, on va faire un Netstat TNLP et on va grep sur le 9229. Ok. On peut voir que le tunnel, il est bien en écoute, qu'il est bien actif. Si il n'était pas actif, il nous aurait pas donné ces résultats-là. Moi, j'ai fait un grep pour filtrer directement parce que si j'avais d'autres connexions ouvertes, j'aurais eu une grande liste et moi, je veux grep, je veux piper le résultat de ça sur le grep. Donc, ça met en surbrillance les connexions qui sont ouvertes. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir Chromium, no sandbox, et on va mettre en arrière-plan. Donc, le PID est bien ouvert. Ça permet d'ouvrir en arrière-plan, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours accès à mon shell. Ok, donc Chromium est ouvert. Si je fais CTRL-C, c'est bon, j'ai toujours accès à mon Chromium. Ok, du coup, on a Chromium ici, on a notre shell ici. On commence à être bien, on a un accès sur la machine. On va aller dans Chrome 2.inspect. Et là, on va aller, du coup, hop, je vous mets mieux, comme ça vous voyez bien, les gars. Là, on a Remote Target. On a un petit souci, c'était pas prévu, les gars. Euh, faut relancer le tunnel SSH. Ok, j'ai rouvert le tunnel SSH. Là, on peut voir du coup la cible ici. Donc, ce qui vient de se passer, ça, c'est des trucs un peu techniques au début pour ceux qui commencent. Mais à la fin, vous verrez que les tunnels SSH, vous en faites régulièrement. En fait, le tunnel SSH, ça permet de faire un pont de communication direct entre votre machine locale et la machine distante via un port forwarding.
Ce qui fait que quand vous allez exécuter des choses chez vous, ça va se rediriger le flux de paquets vers l'IP que vous avez choisi. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Si j'explique mal, vous pouvez me le demander en commentaire. Ou alors, vous demandez, comme je vous dis d'habitude, vous demandez à Claude AI. Si vous tapez cette commande-là, vous demandez des explications. Mais là, du coup, on peut voir que dans mon navigateur Chromium, j'ai la cible qui est directement comme si elle était en local chez moi. Du coup, ce qu'on va faire là, c'est qu'on a notre tunnel SSH. On va pas toucher à ce shell-là. Ce shell-là, on va pas y toucher. On va ouvrir un nouveau shell. Et dans le nouveau shell, on va se mettre en écoute avec Netcat. Donc, NC comme Netcat, L comme listening, NVP, donc N comme no DNS, V comme verbeux, donc ça va parler, et P pour le port. Donc, on est en écoute. Donc là, on va aller sur le site revshells.com pour aller récupérer un shell, reverse shell. Il y a plein de sites comme ça, les gars, et vous n'êtes pas obligé d'aller sur celui-là, mais il y en a plein des sites comme ça. Vous pouvez même demander à l'IA qu'elle vous rédige le reverse shell, en fait. En fait, il y a tellement de moyens aujourd'hui de faire de la cyber que je suis pas là en train de vous dire c'est la vérité absolue. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un reverse shell de Node.js. Node.js. Hop. Donc, on a ce reverse shell qu'on va copier. On va mettre dans une note vim. Ma note ici. Tac. Hop, là, vous voyez mieux. Du coup, l'adresse IP, c'est mon adresse IP à moi que je suis censé mettre ici. On va mettre 10.10. Je me souviens même plus c'est quoi mon IP, les gars. Je mens pas. Voilà, j'ai trop de shell ouvert. Ok, donc ifconfig pour récupérer notre IP de Tune0. Tune0, c'est le VPN, hein, comme je vous ai dit au début de la vidéo. On va le mettre dans le reverse show. D'ailleurs, je me suis trompé, c'est ce shell-là, c'est pas l'autre. On va refaire le shell 10.10.16.9. Donc là, on est en train de crafter un petit payload, pour l'envoyer sur via Chromium. Donc là, on va cliquer sur Inspect. Du coup, j'ai accès à une console et on va coller notre. Alors c'est chiant parce que allo pasting, pardon, vous voyez pas. C'est chiant, c'est que sur ces consoles-là, en fait, on peut pas coller du texte. Il faut faire allo pasting pour autoriser à coller du texte. Donc là, ça ne fonctionne pas. Si ça fonctionnait, là, j'aurais eu un retour dans Netcat, car Netcat, je l'ai mis en écoute, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et là, depuis le serveur distant, je vais envoyer le payload pour qu'il se connecte à ma machine. Donc c'est le principe d'un reverse shell. Donc là, ça ne marche pas. Je m'étais trompé dans le code, j'avais rajouté ça. En fait, le tunnel, il s'est fermé. Le tunnel SSH de tout à l'heure. Il va falloir le réouvrir. Ça arrive souvent, ce genre de truc en hacking. C'est que lorsque vous créez des points de connexion, des fois, les points de connexion, ils sautent. Et il faut les remettre à chaque fois. Donc, c'est pas grave, on est habitué à ça. Donc, j'ai le mot de passe ici. Je vais le remettre dans le tunnel SSH. Là, j'ai été refusé encore. Ok, j'ai relancé le tunnel SSH. Du coup, je relance Chromium. Je remets sur Inspect. Ok, c'est bon, il est toujours là. Mon port Netcat est toujours sur écoute. Je relance une nouvelle console. Et voilà. Donc là, on peut voir que j'ai lancé le payload et que là, j'ai un reverse shell.
On peut voir que ça fonctionne, mais par contre, mon shell est pas très propre. Pour ça, on va améliorer le shell. On va taper script dev nul-c bash. Et là, on a un shell beaucoup plus propre, les amis. On sait où on se situe, on sait sur quelle machine. On connaît le nom d'utilisateur, PWD. On est bien sûr un système Linux. Donc là, on va faire ls-la. On peut voir euh, qu'il n'y a pas le flag, d'accord? Donc on sait que c'est l'utilisateur dev, on sait qu'on est sur Linux, donc on va aller dans Home, LSLA, ok, on a un répertoire root, dev, STP user. Donc on va catch le flag du user. C'est bon. Ah pardon, on voyait pas, désolé. Hop, c'est bon, on a le flag du user, on copie, on se rend sur Hack-the-Box, on fait coller et on submit le flag. Ok, donc là, on a bien le flag ici qui a été catch. Vous pouvez voir en temps en live. On va retourner sur Linux, les gars. Maintenant qu'on a un accès user, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de l'énumération. Pour ça, on va ls la cd lsla cd projects ls store 1, store 2, store 3, d'accord. Donc il y a vraiment trois stores. Donc c'était du coup c'était trois serveurs en fait. C'est intéressant de le voir maintenant. Moi, je pensais qu'au début, c'était deux, c'était un web service pour, enfin, trois en un au lieu d'être trois pour trois. Bon, bref. Du coup, là, on va taper ps pour les processus. On va lister les processus. Et du coup, on peut voir que sur les processus, je vais relancer la commande parce que là, il y a trop de data. On va grep ça sur. Donc là, on peut voir que root exécute le Chrome driver. Ça, c'est intéressant. Parce que Chrome driver, il n'est pas censé être exécuté par root. Chrome driver, c'est, pour ceux qui font du scrapping, Chrome driver, c'est très utilisé pour le scrapping parce que, en fait, ça permet, je vous explique. Chrome, quand il exécute en mémoire, nous, en tant qu'humains, on va agir avec notre souris et notre clavier et taper des URL, cliquer sur des boutons, cliquer sur le bouton login, etc. Mais ces actions-là, en fait, elles peuvent être faites par du code. Donc, c'est-à-dire que Chrome Driver, en fait, comme le nom l'indique, driver, c'est un conducteur. Donc, en fait, on va pouvoir écrire du code pour que Chrome Driver agisse sur Chrome. Et logiquement, Chrome Driver n'est pas censé être exécuté par root. Il est censé être exécuté par un utilisateur normal. Ça veut dire que la faille, elle va résider, en tout cas notre recherche va résider dans le fait de pouvoir exploiter ça, de pouvoir utiliser Chrome Driver et du coup d'agir en tant que root. Je sais pas si vous me suivez, les amis. Du coup, là, on va taper netstat-tnlp pour voir tout ce qui est en écoute. On peut voir qu'il y a le fameux port de Chrome Driver qui est ici, 9515. Ça, on le sait d'expérience, hein, on sait que Chrome Driver utilise ce port. Moi-même, je suis développeur, du coup, j'utilise souvent Chrome Driver pour faire du scrapping. Donc, ça, c'est propre à chacun, en fait. Mais si on n'avait pas cette information-là, si vous n'êtes pas développeur et que vous ne connaissez pas Chrome Driver, vous envoyez ça à une IA et il va vous dire, bah, le tel port est connu pour tel service. Généralement, la plupart du temps, dans les environnements de production, les environnements réels, les ports sont les vrais ports, c'est-à-dire que le 22, c'est le SSH. Mais des fois, tu as des mecs qui montent des serveurs et qui changent complètement la donne. Ils vont utiliser le port 22 pour le port HTTP, c'est-à-dire qu'ils vont changer dans leur service les ports pour justement brouiller les pistes. Mais bon, un vrai hacker, il arrivera toujours à trouver les bons ports. Bref, c'était pas le sujet du truc. Nous, ce qu'on va faire, c'est que comme on est déjà connecté sur la machine, on va faire un curl localhost. Ça veut dire qu'on va
On pourrait mettre 100, oula, pardon. 127.0.0.1, c'est la même chose, hein. Donc, localhost, c'est le nom de domaine qui est relié à 127.0.0.1. Et on va mettre statuse. Donc là, on a la confirmation que c'est bien Chrome Driver. C'est écrit ici. Et le serveur, il répond avec du JSON. Du JSON. Ensuite, on sait qu'on a la version de Chrome qui est la 110.0. C'est pas important sur le CTF là, mais dans d'autres cas, ça aurait pu être exploitable parce que plus la version est vieille, vous savez, plus il y a des failles de sécurité. Donc, c'est important de le savoir. Et on sait qu'on tombe sur un Linux en x64, pardon, x86. Du coup, on va vérifier est-ce qu'il y a un navigateur qui est ouvert. Donc là, il n'y a pas de navigateur ouvert. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir une session. Donc, on va dire au serveur, bah, je veux créer une session Chrome. Et en fait, Chrome, ça va être notre porte, notre pont, notre entrée d'attaque, je sais pas comment le dire, pour la suite. Parce que souvenez-vous, Chrome Driver est piloté, enfin, est en mémoire, exécuté en mémoire par le root. Nous, ce qu'on veut à la fin, c'est faire ça. C'est catch le root.txt. Mais on n'a pas les permissions. Et comme on a vu juste avant, le processus Chrome Driver est exécuté par root. Donc on va se servir de ça pour aller catch le flag. Et en fait, pour savoir justement tout ce que je viens de vous dire, il aurait fallu lire l'article qui expliquait comment détourner un WebDriver sur ce site-là. Donc, au préalable, ça demande de faire des recherches. Maintenant, vous avez l'IA, comme je le dis régulièrement, donc c'est possible d'aller plus vite. Avant, c'était long, les gars. Moi, j'ai commencé le hacking, il n'y avait pas l'IA, donc c'était très compliqué. Il fallait chercher, chercher, chercher pour avoir de la data, et la data, des fois, elle n'était pas disponible. Nous, ce qu'on va faire là pour commencer, c'est qu'on va réouvrir un nouveau shell, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, et on va générer une paire de clés SSH ED 25519-F. Donc, le répertoire. Alors, ce petit caractère là s'appelle le tilde. Quand je tape tilde, donc si je fais cd tilde, ça va me ramener dans mon répertoire home. Je vais vous expliquer ça après, c'est intéressant de le savoir parce que c'est tout ce qui est par rapport au chemin relatif et absolu. 25519-N. Ok, donc là j'ai ma clé SSH. Ensuite, on va catch la clé SSH des 25519.cube. Ok. Ah, je me suis trompé sur la commande, désolé. Ok, donc du coup là on a la clé publique et la clé privée. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un script bash depuis ici. J'ai pas envie de perdre le shell, les gars, parce que ça va être relou à le refaire. J'ai pas envie de faire. Ce que je vais faire, c'est que il y a plusieurs moyens de récupérer le script. Je peux faire un wget sur ma machine et faire un Python serveur. Du coup, ce que je vais faire, je vais déjà commencer par nettoyer les shells, les envoyer sur les autres bureaux parce que là, ça va plus. Il y en a vraiment, vraiment trop, les gars. Pour ça, je clique ici, vous voyez, Move on for Space 2. L'échelle dont j'ai plus besoin, ça, je peux l'utiliser. Et ça, je le garde, regarde. Ok. Donc ça, c'est ma clé publique. Ce que je vais faire, c'est que je vais la stocker, enfin, je vais l'utiliser pour mon script. On va créer un script qu'on va appeler addkey.sh, sh comme bash. Dedans, on va foutre ceci. Donc, ça. Ensuite, on sauvegarde.
On regarde s'il a bien été créé. Il est là, le hâtier est là, donc c'est bon. Maintenant, on va aller dans... Voilà, c'est mieux, voyez mieux là, comme ça. On va aller dans CDTMP. Qui... Ouais, j'aurais pas dû le mettre là, mais c'est pas grave. Je vais le mettre ici, c'est mieux. C'est dans le répertoire TMP, c'est mieux. Ok. Et ensuite, vu qu'on est déjà, hop, on va ouvrir un Python. Il est déjà utilisé. Mince, 80-81, c'est bon? Ok. Du coup, maintenant, on va aller sur le shell qui est toujours ouvert. Super, on l'a pas perdu, hein. Des fois, dans les CTF, je perds souvent les shells. Là, bon, on a de la chance. C'est l'informatique, j'ai envie de vous dire. On va faire un wget. On va aller récupérer notre script bash qu'on a pris. Donc, c'est toujours cet IP-là, 10.16.9. Le port, c'est 8081, du coup. Add key, oula, add key.sh. On fait un output, pardon, slash dev shm add key.sh. Ok, c'est bon, il a téléchargé. On le rend exécutable. Donc dev shm add key.sh. J'ai dû me tromper sur quelque chose. Oui. Chmod plus x slash dev slash shm add key.sh. Ok, il a été rendu exécutable. Donc du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer via l'API de Chrome Driver euh, l'ordre d'exécuter le binaire, enfin le bash qu'on vient de créer. Du coup, on va faire curl localhost parce que c'est en local. Donc là, comme je vous dis, là on est sur le shell de la victime, enfin de la cible. Donc on travaille sur du local. Le port qu'on avait, souvenez-vous tout à l'heure, ça c'est pour faire un appel API. Donc là, pareil, moi je suis développeur de base, donc je connais le système d'API REST. Donc là, il aurait fallu lire la documentation pour comprendre comment exécuter une commande via le Chrome Driver. -d, on ouvre le guillemet. Là, vous voyez bien, ouais. Capabilities, capabilities. Non, c'est un JSON. Pardon, capabilities. Du coup, là, j'ai un retour d'erreur. Donc, c'est pas parce qu'il y a une erreur que ça n'a pas fonctionné. Justement, ça a fonctionné, mais le Chrome, il a crash. Souvenez-vous, les gars, au préalable, on avait fait quoi? On avait créé la paire de clés dans le root en local sur ma machine Kali Linux. On a fait un tunnel SSH qui est ici, souvenez-vous. Si je l'ai mal expliqué, bah, je vous invite à me dire en commentaire ce que vous n'avez pas compris. Et du coup, on avait fait un tunnel SSH qui est toujours d'ailleurs exécuté. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que si moi, user bien intentionné, j'ouvre un nouveau shell et que je tape ssh-i, i pour identify file. Donc là, je vais fournir la clé qu'on a créée. Alors, c'était dans ce répertoire-là, souvenez-vous, .ssh, IDE. Ah voilà, c'est bon, il l'a trouvé. Dans Linux, enfin dans Linux ou même dans d'autres environnements, quand vous appuyez sur la touche tabulation, en fait, ça prévoit, ça prédit le nom du fichier. Donc c'est pour aller plus vite. Si vous savez que votre le fichier commence par ID-du-bas et que vous appuyez sur Tab, ça va automatiquement l'écrire. C'est comme une suggestion. Et là, on met root @store.htb. Et en fait, tout ce qu'on a construit depuis le début, c'est-à-dire le pont de communication avec le DevTool, le tunnel SSH, le fait que le processus était exécuté par root,
Tout ça, ça a fait, en fait, faut être créatif dans la cybersécurité. Tout ça a fait que maintenant, avec une commande, eh ben, on est route. Du coup, là, on va catch le flag directement et c'est bueno. Donc, vous voyez, cette box, elle est hard. Pour moi, elle a été hard à certains endroits. Le plus dur, ça a été par rapport au processus de Chrome. Quand on avait fait la commande, souvenez-vous, cette commande-là, je vais retourner dans le shell de la victime. Et on avait fait cette commande AUXWW. Voilà, cette commande. Donc, PS, A, c'est pour afficher tous les utilisateurs. U, c'est pour un format lisible. X, ça inclut les processus comme les daemons, c'est-à-dire les processus qui sont exécutés en arrière-plan. Pour ceux qui ont vu Mister Robot, il parle souvent des daemons. Et ça affiche les commandes sans les tronquer. Vous voyez? Par exemple, ça, c'est une commande. Elle aurait pu être tronquée. Donc, le fait que, on ait mis www, bah, ça affiche la commande entière. Du coup, des fois, on peut avoir des shells qui sont super grands, enfin, des commandes qui sont super grandes. Et voilà. Et ce que je disais, en fait, c'est que c'est cette partie-là d'énumération qui a été un peu compliquée parce que, il a fallu savoir que c'était sur le port 9515, etc. Mais ça, c'est de la recherche, ça demande de l'expérience et de la dextérité surtout. Donc là, on a enfin le flag. Et du coup, on va se rendre sur Hack the Box et on va coller le flag. Et voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Donc je vous dis à bientôt. Ciao ciao.